Salut à toutes, salut à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes à Marrakech dans le cadre de la COP, la ville rouge et verte. Pour l'occasion, nous recevons plusieurs personnalités, 18 au 18 novembre. Aujourd'hui, c'est Jean-Louis Chaussade, vous êtes directeur général du groupe Suez, un mastodonte, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets, de l'eau, c'est les activités que vous menez au Maroc. Pouvez-nous résumer en quelques points avec des chiffres clés, le poids du groupe à l'international et l'investissement qui peut être fait au Maroc et quelles activités sont développées? D'abord, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à votre émission. Suez, c'est un des plus grands groupes dans le domaine de l'environnement. C'est à peu près 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires répartis par tiers entre la France, un tiers, le reste de l'Europe, un autre tiers, et l'international, un autre tiers, un dernier tiers. Suez est une société qui fait à la fois, comme vous l'avez très bien dit, qui a un équilibre de métiers entre, disons, les métiers du cycle de l'eau et les métiers du cycle des déchets. Et c'est un groupe de 82 000 personnes dans le monde. Le Maroc, pour nous, c'est un pays extrêmement important. Nous y avons des activités qui sont très notables. Nous faisons plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Évidemment, notre bateau amiral, c'est Casablanca, c'est la Lidec, c'est la distribution de l'eau et de l'électricité du Grand Casablanca. Mais nous avons aussi des activités dans le domaine de la collecte et du traitement des déchets. Collecte, par exemple, à Casablanca. Traitement des déchets, bien par exemple Meknès, où nous avons réorganisé, restructuré, modernisé la grande décharge. Une idée du volume des investissements au Maroc ces dernières années? Écoutez, je vous ai donné le chiffre d'affaires. Nous avons à peu près 8000 personnes et nous avons investi année après année une cinquantaine de millions d'euros dans la Lidec en particulier, mais aussi dans nos activités de collecte et de traitement des déchets. Alors si vous êtes à Marrakech, c'est aussi ou peut-être surtout pour rencontrer des gens du monde entier, pour parler économie verte. Et c'est sur ces points qu'on va vous interpeller, non pas sur l'actualité nationale. Où il y a des enjeux liés aux océans. Dans un pays comme le Maroc où il y a 3500 km de côte, je suppose que vous allez aborder ce sujet avec plusieurs organismes marocains. Il y a des enjeux liés à l'économie circulaire. Est-ce que vous pourriez, sur ces deux points, et peut-être d'autres, nous dire qu'est-ce que vous avez apporté dans votre besace? C'est bien ça qu'on dit? Écoutez, d'abord parlons des océans. Vous avez rappelé que le Maroc avait 3500 km de côte. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, et c'est pour ça que je me suis, avec notre groupe Suez, beaucoup impliqué dans la problématique des océans, c'est au fond que progressivement, l'homme est en train de polluer de manière quasi irréversible les océans. Et en fait, la pollution la plus grave, c'est la pollution des plastiques. Dans le monde, nous produisons aujourd'hui à peu près 315, 320 millions de tonnes de plastique. À l'horizon 2025, ça sera probablement, si on continue comme ça, 500 millions de tonnes. Et on parle d'arriver vers les années 2050 à 1000 milliards de tonnes. Donc, il est clair que la réflexion que nous devons globalement mener sur cet aspect de la pollution des océans est très importante. Comment faire pour éviter que la pollution des océans, qui est à 80%, qui vient de la Terre, comment faire pour que ces pollutions soient stoppées? Eh bien, évidemment, il faut améliorer la qualité des traitements. C'est ce que nous faisons dans beaucoup de pays. Si je prends Casablanca, nous avons récemment fait inaugurer avec Sa Majesté ce qu'on appelle le SAP, qui est le système qui a permis pour la première fois de véritablement nettoyer les côtes du côté de Casablanca. C'est un des moyens d'éviter que la pollution arrive jusqu'à l'océan. Mais il faudra aller encore plus loin, il faudra avoir des traitements de plus en plus sophistiqués. Et puis, plus globalement, si on veut éviter que les plastiques polluent les océans, il faudra les recycler. Et Suez est
très très fortement impliqués dans tout ce qui est le recyclage, la réutilisation des plastiques, soit sous forme de matières premières secondaires, c'est ce qu'on appelle le plastique to plastique, on refait des plastiques à partir du plastique, soit sous des formes énergétiques, on transforme le plastique en énergie, par exemple électrique, dans des incinérateurs, ou sous d'autres formes, par exemple, nous avons une usine où nous transformons le plastique en fuel et qui est utilisé pour alimenter, par exemple, les voitures. Excusez-moi, avant de transformer, il faut d'abord les ramasser. Comment on fait pour ramasser du plastique qui est dans la mer? Alors, les deux sont liés. Une fois qu'il est dans la mer, ça va être très difficile. Quand on voit les quantités de plastique qu'il y a déjà dans les grandes gyres terrestres, autour de la Terre, je pense que la vraie solution, c'est d'arrêter les plastiques avant qu'ils atteignent la mer. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant et très important de faire les deux choses que j'ai rapidement décrites. L'une, créer des barrières, comme le traitement d'eau résiduaire, par exemple, barrières pour éviter que les plastiques repartent dans les rivières, barrières dans le traitement, par exemple, des eaux pluviales. Les eaux pluviales, généralement, sont fortement, surtout urbaines, sont fortement polluées, donc il faut empêcher qu'elles dévalent et qu'elles arrivent directement dans la mer, mais aussi en ayant une idée assez claire de la manière dont on peut recycler les plastiques. Je vous donne un exemple. On est en train de mettre en place dans un certain nombre de pays européens des consignes. C'est-à-dire que les gens qui ramèneront les bouteilles de plastique chez le vendeur toucheront des bons qui leur permettront de quelques centimes, mais des bons qui leur permettront d'avoir une réduction de prix sur les nouveaux produits qu'ils vont racheter. Tout le monde est gagnant dans ce type de système dans lequel le client fait un geste citoyen en ramenant la bouteille de plastique utilisée ou l'emballage de plastique utilisé là où il l'a acheté. L'entreprise qui a vendu le produit, puisqu'elle crée un lien avec son client qui revient sur le lieu de son achat. Et puis enfin, des entreprises comme nous, de transformation, de collecte et transformation, qui ont des produits purs. Et vous savez que dans la problématique du recyclage des déchets, l'un des combats majeurs, un des aspects majeurs, c'est d'avoir ce qu'on appelle des monoflots, c'est-à-dire des flots de plastique pur, chaque plastique étant identifié ou chaque produit étant lui-même identifié. Donc voilà les deux grandes batailles qu'il faut mener pour éviter que l'océan soit pollué, pour éviter qu'à l'horizon 2030, on ait autant de petits morceaux de plastique que de poissons dans l'océan. Il faut mener la bataille dans les deux directions que j'ai indiquées. Éviter au plastique quand ils sont jeter, d'arriver jusqu'à la mer, et puis éviter même qu'on jette les plastiques en créant des gestes qui permettent de les réutiliser, les recycler. Alors tout ça, c'est de la mise en place, c'est des budgets, etc. Et donc des sources de financement. Vous qui êtes dans un groupe financier lourd, vous rencontrez des gens de l'industrie qui, comme vous, sont dans des multinationales. Est-ce que vraiment il y a une volonté de débloquer des budgets ou au contraire, on imagine plus des solutions au niveau des États ou de taxes globales? Alors, si vous voulez, et la COP 21 est intéressante de ce point de vue, et la COP 22 est d'ailleurs absolument la prolongation des effets de la COP 21. C'est-à-dire que si vous voulez, les acteurs des COP sont en train d'évoluer. Autrefois, c'était exclusivement, si je puis dire, la conférence des parties, c'est-à-dire les États qui négociaient. Depuis la COP 21, et c'est évidemment pleinement le cas ici à Marrakech, il n'y a pas que les États qui discutent. Il y a les entreprises, il y a les ONG, il y a les villes, il y a toute une série d'acteurs. Et ces acteurs, à la différence des États, ils prennent des engagements, et ils prennent des engagements vérifiables. Beaucoup d'entreprises, depuis la COP 21, ont pris des engagements. Elles ont pris des engagements sur leur consommation énergétique, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur leur consommation d'eau, sur les volumes de déchets, la réduction des volumes de déchets qu'elles veulent progressivement atteindre. Et vous voyez donc se mettre en place une espèce d'économie
nouvelle dans laquelle les entreprises prennent des engagements et évidemment, quand elles prennent des engagements publics, elles sont obligées de les respecter. Même chose pour les villes. On voit de plus en plus de villes prendre des engagements et elles ont bien entendu l'obligation ensuite de les respecter. Et donc, à votre question, comment est-ce que tout ça fonctionne, font cette économie circulaire dont vous parliez tout à l'heure? Eh bien, c'est que progressivement, toutes les entreprises, tous les stakeholders, y compris les investisseurs, vont vers des solutions de, je dirais, progressivement de bas carbone. Tout simplement parce qu'on sait tous que le mur va être très difficile à franchir et plus on attend dans le temps et plus le franchissement du mur sera difficile et compliqué. Alors, partons du principe que des grandes industries ont déséquilibré la planète. Est-ce que vous pensez qu'il faut que ce soit eux en priorité qui payent ou est-ce que vous pensez que c'est la responsabilité de tous aujourd'hui? Moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été décidé dans les COP, à savoir que oui, il faut que tout le monde prenne des engagements sur la réduction des gaz à effet de serre. Et donc, vous savez que pratiquement tous les pays, les 195 pays plus l'Union européenne, qui constituent la fameuse COP, qui sont membres de la COP, vous savez très bien que pratiquement tous ont pris des engagements de réduction des gaz à effet de serre. Mais ça, c'est un point, c'est un engagement, je veux dire, des États. À côté de ça, il y a eu aussi l'engagement d'un certain nombre de pays, donc les pays développés, ceux qui ont eu leur développement économique, on va dire au XXe siècle, à la fin du XIXe et pendant tout le XXe siècle, qui se sont engagés à fournir, à partir de 2020, 100 milliards de dollars par an pour permettre aux pays en développement d'avoir accès à des technologies dites bas carbone, autrement dit de promouvoir un développement beaucoup plus sobre en carbone et surtout qui permette de la mise à disposition de ces pays en développement des technologies qui ont été développées très souvent dans le Nord, mais pas exclusivement, et qui, si on leur en donne l'accès, leur permettront un développement rapide, mais peu consommateur, en tous les cas peu producteur de gaz à effet de serre. Alors on a parlé eau, de l'eau à l'agriculture. Vous avez déclaré dans la presse marocaine que vous étiez donc sensible à l'initiative marocaine du triple A. Vous pouvez nous expliquer dans quel sens vous pensez que c'est une initiative positive? Ben je pense que, au fond, le triple A, qui est une initiative effectivement marocaine, qui essaye finalement d'expliquer en quoi le Maroc peut apporter un élément nouveau au cours de la COP22, c'est consiste à dire que, il faut de l'atténuation. Dit autrement, il va falloir de toute façon prendre des mesures, car même si nous réduisons l'intensité de nos émissions de carbone, vu l'accumulation existante, nous savons que la température va augmenter. On veut simplement essayer de la limiter à 2 degrés, voire moins. Mais même à 2 degrés, il y aura des effets climatiques et donc il faut les atténuer. La deuxième chose, vous l'avez dit, c'est l'agriculture. Je pense qu'effectivement, l'agriculture est au cœur de la problématique des COP et surtout est au cœur de la problématique de notre développement. Nous serons 9,5 milliards ou 10 milliards d'habitants aux environs des années 2040, 2035. Nous savons déjà qu'il va falloir augmenter les volumes de produits agricoles d'à peu près 60%. Nous savons que dans le même temps, les terres arables, globalement, vont diminuer. Et donc la problématique de l'alimentation, donc de l'agriculture, est une vraie problématique, d'autant plus qu'au Maroc et en Afrique en général, sur lequel je vais revenir, elle se double d'une problématique d'alimentation en eau. Pour faire de l'agriculture, il faut de l'eau. Et le dernier point, l'Afrique, je pense que l'Afrique qui va être le grand continent du XXIe siècle, avec pratiquement, à l'horizon 2050, pas pratiquement d'ailleurs, plus de 2 milliards d'habitants, l'Afrique doit résoudre une situation complexe dans laquelle vous aurez une urbanisation extrêmement importante. Ce matin, dans une des conférences où je participais, on disait qu'il va y avoir 500 millions d'urbains de plus d'ici 2050 en Afrique. Il va falloir les nourrir, il va falloir les faire travailler, il va falloir leur donner à boire. Tous ces éléments sont essentiels et le climat
l'évolution du climat va avoir un impact sur ces évolutions. Et donc quand je vois que le Maroc nous parle du triple A, en réalité le Maroc nous parle de ce que les COP, celles de Marrakech et les suivantes, doivent apporter si on veut donner une réponse satisfaisante à la fois au développement, à l'agriculture, parce qu'il faudra, comme je l'ai dit, nourrir toute la planète, et aussi aux différentes mesures d'accompagnement qui seront nécessaires pour que finalement, cette population de 2050, eh ben, elle ait accès à l'ensemble de la richesse du monde, c'est-à-dire à la fois, et je le répète, c'est très important, un niveau de développement satisfaisant, du travail, de la nourriture et de l'eau. Alors un dernier point, avant de nous quitter, juste sur ce partenariat Maroc-France, avec le Maroc qui se présente en chef de file pour ouvrir les marchés africains. Les patrons français ont souvent dit, notamment M. Gattaz dernièrement, que la France était prête à jouer le jeu, que les patrons français sont prêts à jouer le jeu. Vous êtes de cela. Est-ce qu'autour de vous, vous pensez que c'est sincère quand on dit qu'on est prêt à accompagner le Maroc dans ce sens-là? Oui, parce que je pense que le Maroc donne un axe de pénétration dans l'Afrique tout à fait nouveau. La relation entre le Maroc et l'Afrique est une relation historique extrêmement ancienne. Et je pense que ceux qui ont, comme nous, Suez, des activités au Maroc, ont tout intérêt à utiliser leurs équipes et les savoir-faire qu'ils ont développés pour développer de nouvelles activités dans d'autres pays de l'Afrique. Et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous continuerons à faire. Jean-Louis Chaussade, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour d'autres entretiens d'ici le 18 novembre, fin de la COP, depuis la ville rouge et verte. Bonne fin de journée.